Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans cet épisode, je suis ravie d'accueillir Frédéric Cabaz, thérapeute, acupuncteur et professeur de Qigong. Véritable expert de la grammaire du Qi, il témoigne comment cette énergie vitale régule le système émotionnel pour faire chanter la mélodie du bonheur. Frédéric nous livre les clés d'un parcours profondément authentique, nourri par des rencontres déterminantes et une discipline quotidienne régulière. Méditation, Qigong et une écoute sensorielle, fine. Nous amorçons aussi une réflexion sur le karma, le dharma, et comment se libérer de la souffrance pour être plus présent, rester concentré sans se disperser et savoir prendre soin de son environnement. Un épisode sur l'art du care pour tous ceux qui aiment aider l'humanité à évoluer. Alors sans plus attendre, je le laisse se présenter. Donc moi je suis Frédéric Cabaz, donc j'habite à Paris et je suis acupuncteur et essentiellement enseignant de Qigong. Très bien. Donc aujourd'hui tu soignes et tu transmets des choses que tu as apprises. Mais avant de parler de tout ce que tu pratiques aujourd'hui et comment tu accompagnes les gens, j'aimerais qu'on revienne à la photo que tu as amenée où tu es ce petit garçon sur une plage. T'as quel âge sur cette photo? T'es pas tout petit, hein? Non, mais je dois avoir à peu près 8-9 ans. 8-9 ans. Et t'es où? Donc on était près de Mimizan dans les Landes. Et ça, c'est un lac qui est dans un petit village qui s'appelle Aurélien. Et donc on était en vacances avec ma famille au mois d'août dans ce petit village. On avait loué un petit chalet. Quand tu regardes ce petit garçon dans les yeux, si tu prends la photo avec toi, tu le regardes bien. Tu vois son corps, tu vois son regard. Ouais. Tu le sens? Tu sens ce qu'il ressentait à l'époque? Ouais, moi ça me replonge, je ne sais pas si je le ressens maintenant, mais en tout cas ça me replonge à une espèce de problème existentiel en étant métis en fait, et en étant différent des autres. Ah, tu te sentais différent? Ouais, parce que j'avais les cheveux frisés. Et donc dans mon école primaire, il y avait assez peu de mixité. Et donc je me sentais assez différent avec mes cheveux frisés et j'ai subi de manière relative la moquerie, les choses comme ça. Donc il y a toujours un peu ce désir d'avoir les cheveux raides et voire d'être plus pâle que je ne l'étais. T'allais où à l'école? Dans le sud de Paris, dans une petite école, Saint-Exupéry. En fait, je trouve qu'il y a une dichotomie entre l'enfant que j'étais, parce qu'il y a quand même quelque chose d'effectivement dynamique et assez joyeux, parce que je crois que je voulais être clown quand j'étais enfant. Et donc il y avait quand même ça dans mon esprit, et en même temps un autre aspect qui avait des questionnements existentiels.
Tu avais déjà des Ouais, questionnements. assez tôt, j'ai eu des questionnements existentiels. Ouais. Comment tu le sais? J'ai souvenir de cauchemars et de moments où j'allais me coucher, ou le soir où je sentais une forme d'oppression et je me posais vraiment des questions. Quel est le sens de l'existence et quelle est la place de l'homme sur Terre, dans l'univers, et est-ce qu'il y a des forces plus importantes Ah oui, que tu étais nous déjà en questionnement existentiel ouais, avant cet âge-là. ouais. Hmm. Et sans réponse, puisque j'imagine que la seule réponse sérieuse aurait été une réponse d'ordre spirituel, mais mes parents n'étaient pas dedans. Et tes frères et sœurs? Non plus. Tu jouais avec eux? Très peu. Mon frère a 5 ans de plus que moi et on avait des caractères vraiment très différents, donc on n'était pas du tout dans le même trip. Et on ne s'entendait pas particulièrement. On s'est retrouvés beaucoup plus tard, jeune adulte, où on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de traits communs en fait. Et maintenant, on peut vraiment passer beaucoup de temps à discuter ensemble de toutes sortes de sujets. On n'est pas nécessairement d'accord, mais en tout cas, on peut échanger. On a une base de réflexion commune, mais à cet âge-là, pas du tout. Il ne s'intéressait pas particulièrement à moi. Et quand tu le regardes un peu plus précisément dans les yeux, est-ce qu'il est fier de ce que tu as fait de toi? Ouais, je pense que ça le fait sourire. Ouais. Je pense qu'il me fait un clin d'œil et en me disant, ouais, après tout ça, quand même, bien joué, quoi. Parce que ça a pris du temps à se décanter. Je ne fais pas partie des gens qui sont un peu tombés sur les rails assez tôt et ont roulé des boulets, mais plutôt des gens qui ont eu beaucoup de difficultés en fait à se mettre sur des rails. Peut-être avec un souci d'authenticité, de jamais se retrouver totalement dans aucun des rails ou des systèmes proposés. Et finalement, en essayant tout de même de se mettre sur des rails, mais avec un sentiment d'authenticité, finalement, j'ai trouvé ceux qui me convenaient. Et en fait, je les ai trouvés assez tôt, autour de 20 ans, mais ça a pris du temps à se décanter, à maturer. Mm. Et effectivement, là, dans le sujet, puisque je suis thérapeute, et en fait, avant de pouvoir faire sa propre thérapie et d'évoluer énormément soi-même pour être assez neutre dans la réception de l'autre, ça prend du temps, quoi. D'une manière académique, j'ai été thérapeute assez tôt, mais je me rends bien, enfin, j'étais pas capable de l'appliquer. Et ça, c'est venu beaucoup plus tard, travailler à travers sur moi et puis à travers le passage de la vie, en fait, les expériences qui font qu'on est blessé, on apprend, on rencontre différentes situations. Ouais, ce que tu dis en fait, c'est que déjà très jeune, tu avais une intuition que tu te posais des questions existentielles pour comprendre que ça n'était pas évident pour trouver, t'as pas trouvé quelque part de case dans lequel te mettre, rien ne correspondait à une authenticité qui pour toi était essentielle, et que tu as pressenti que tu pouvais être thérapeute assez jeune, mais qu'il fallait, pour bien faire le travail, ça nécessitait une expertise de vie pour vraiment pouvoir être empathique avec les gens. Ouais. Enfin, comprendre ce qui se passait. Ouais, ça je ne l'ai pas anticipé. Hein. Disons que j'ai commencé à faire mon travail sur moi-même et en même temps, il fallait que je gagne de l'argent, 20 ans, 22 ans, 24 ans. Et donc, j'étais capable de faire des massages, du massage thérapeutique. Mais en fait, assez rapidement, on se rend compte que toucher, manipuler, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui t'a amené au départ, quel a été le déclic d'aller vers l'accompagnement et de soigner, de prendre soin? Alors, il y a eu un déclic? Ma mère était infirmière et monitrice infirmière, donc elle était prof dans l'école d'infirmière. Et en fait, j'ai grandi dans cette école-là. Dans le Caire. Et à l'école d'infirmière, à l'époque, dans les années 70, début des années 80, c'était beaucoup plus ouvert, beaucoup moins
réglementé que ça l'est. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans l'école même où les parents amenaient les enfants en fait. Et pour moi, l'hôpital, ça a toujours été un endroit commun, quoi, puisque j'étais dedans, il n'y avait jamais de peur ou de... Enfin, il n'y avait jamais de mystère. Il y avait des bistouris à la maison, des désinfectants, C'était ton environnement. Voilà, donc c'était la normalité. Et ensuite, à 20 ans, je voyais que j'avais énormément de tension dans les épaules, un petit problème au genou, et, voilà, il y avait quand même un problème. J'ai commencé à avoir des problématiques physiques et des problématiques également émotionnelles, sentimentales, etc. Donc il y avait tout un complexe qui ne fonctionnait pas, et j'étais à la recherche du bonheur, réellement. Ah bah c'est bizarre, personne n'est à la recherche du bonheur. T'es bizarre comme garçon quand même. Franchement, tu m'étonnes. Ouais, je suis comme ça. Non, et donc en fait, voilà, j'étais un peu à la recherche. En fait, j'étais sans me rendre compte, j'étais à la recherche de mentors. Je cherchais à devenir quelque chose ou quelqu'un, et puis par le phénomène du hasard ou de provoquer les hasards. J'étais à Paris, j'avais décidé d'aller à Londres, et la veille de partir, un ami d'un ami m'avait dit: tiens, si tu vas à Londres, tu as besoin de bosser, va rencontrer ce type, il a un business, et puis tu lui dis que tu me connais, et voilà. Et donc j'y suis allé, il m'a reçu, j'ai commencé à bosser pour cette entreprise, et ce type, en fait, tous les matins, recevait des cours d'un monsieur d'à peu près une soixantaine d'années qui vraiment m'épatait. Enfin, il y avait quelque chose en lui qui était différent des autres, dans le sens extraordinaire. C'était un mix. Il y avait du yoga, du karaté, du tai chi, et puis il parlait énormément aussi. Et ce type, en fait, il avait 60 ans, mais voilà, ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'il avait une humeur constante. C'est-à-dire que tous les jours, c'était la pêche, on y va. Mais pas dans un sens hystérique excessif. Vraiment, il rayonnait une espèce de bien-être. Alors que moi, à l'époque, c'était des vagues. Des vagues. Un jour ça va, l'autre ça va pas, et ça allait dans les extrêmes. Et à ce type, j'ai commencé à lui poser des questions, notamment sur le shiatsu et cette notion de chi et d'énergie interne, parce que j'avais lu que le bonheur pouvait, développer son chi, faire circuler le chi, ça amenait au bonheur. Et lui m'a répondu: d'en parler intellectuellement, ça ne sert à rien, il faut que tu le fasses. Donc si ça t'intéresse, demain matin tu viens, 7h30, et tu vas t'entraîner avec nous. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé mon parcours. Et assez rapidement, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un développement pour le mieux, et ce qui m'a donné l'envie de partager ce que j'apprenais. Mais ce développement pour le mieux, en fait, il prend quand même beaucoup de temps. Après 1 an, 2 ans de travail sur soi, on est beaucoup mieux, mais on n'est toujours pas, à moins d'avoir vraiment des qualités spéciales, ce que je n'avais pas, on n'est pas vraiment en mesure d'aider l'autre de manière profonde et conséquente. Et cette manière profonde et conséquente de pouvoir offrir quelque chose à l'autre, ça prend du temps. Voilà. Et donc, cette notion de chi, qui est la vitalité, en fait, selon les... Tu peux parler du coup de cette notion, qui est du coup une notion d'un art énergétique oriental. Ouais, donc le chi, c'est en fait, ce qui permet la vie. Qu'est-ce qui fait quelle est la différence entre la vie et la mort? C'est qu'à travers le corps, il y a une espèce de fréquence qui fait que les choses sont en vie, que les échanges cellulaires ont lieu, qu'on se réveille le matin, que les chevaux poussent, qu'une chaleur interne soit là pour nous réchauffer. Tout ce mouvement, il vient d'une impulsion, et cette impulsion, c'est le chi. Et donc le chi, comme le qigong, le tai chi, ça veut dire... Alors, il y a chi, selon l'idéogramme, c'est pas la même chose. Donc le chi dans qigong et tai chi, c'est pas le même chi. Ah. Mais en termes de qigong qui est développé ou cultiver le chi, on parle vraiment de cette énergie interne. Alors le tai chi va aussi faire développer et faire circuler l'énergie interne,
cette notion, on ne la retrouve pas dans son nom, dans le même sens. Donc en fait, tu découvres une grammaire pour réveiller le chi Mm. par cet homme Mm. qui fait un mixte visiblement de pas mal de pratiques. Il est anglais, lui, Il est anglais, ouais. il a des origines, il a appris comment il est anglais, lui, en fait, il faisait du judo initialement. Et donc avait atteint un niveau. Alors c'était les premiers temps où les premiers Japonais sont arrivés en Europe en fait et on est le judo et le karaté. Et donc lui a fait partie de cette première vague des premiers maîtres japonais qui arrivaient. En Angleterre. En Angleterre. Les Japonais qui arrivaient en Angleterre. Ouais, en fait dans toute l'Europe en fait, hein, et notamment. En pourquoi ils Angleterre. sont venus? Pour propager l'art. Et ça c'était à quelle époque? C'était dans les années 60. Ok. Et donc il a commencé avec le judo, puis le karaté, et il était à un niveau assez élevé. Et en fait, toute cette énergie, comme elle n'était pas canalisée, ça a fait qu'il devenait too much. En fait, tout était décuplé. C'était pas canalisé, enfin c'était. Donc toutes les émotions, parce qu'effectivement, le chi quand il circule, en fait, c'est un turbo, hein, donc ça fait tout remonter. Et si on n'a pas la grammaire, en fait, ça va n'importe comment. Ça va dans tous les extrêmes. Et donc c'est là qu'il y a eu la nécessité de trouver une méthode pour canaliser. Et il est parti en Inde, donc dans les années 70, pour rencontrer des maîtres. Des maîtres de méditation, etc. Il est à Tirumalaim. Non, je sais pas où il a. Tu sais qui il a rencontré d'ailleurs? Oui, je sais qu'il a rencontré, mais ils sont pas du tout connus. Donc il y avait Maharaj, puis Guruji, mais ils sont quand même connus ceux-là. Mais non, c'était pas les Maharaj. C'était pas Maharishi ou Nisargadatta ou des gens comme ça. Non. Mais c'était des personnes qui faisaient un travail spirituel. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement dans les années 70. Il y avait les Beatles, Dalida, qui avait cette quête un peu qui correspond aussi à ces années-là d'ouverture, de libération, de quête Mais il y a la guerre du Vietnam où on se dit attends, nos parents ont fait la guerre, c'est quoi ce bazar, ça recommence. C'était le début, c'était quand même une époque vraiment d'ouverture au monde, de voyage. On était sortis des années 68. Le LSD en Californie. Il y avait aussi ça. Les psychotropes. Et donc il y avait, c'était une autre ère qui débutait. Et donc lui, il avait quand même, donc ça c'était au milieu des années 90 qu'on s'est rencontrés. Donc il avait quand même eu le temps d'incuber et de digérer et de faire partager ce qu'il connaissait. Et son gros truc, c'était faire fonctionner les gens. Parce qu'il a récupéré des mecs un peu comme moi. Mettre en action, quoi. Voilà, ouais, et puis leur faire comprendre, en fait, effectivement, tu as une sensibilité et une certaine perception qui est propre à toi et qui est réelle, mais il y a une autre réalité qui est que le matin, il faut que tu te lèves, que tu ailles bosser, que tu comprennes les codes, et que tu puisses les utiliser pour ton bienfait. Donc il disait, il y a un Frédéric pour chez toi, avec tes amis, etc. Et puis un Frédéric pour la place du marché, là où il faut que tu fonctionnes. Mais toi, l'être social et l'être privé, quoi. Ouais. Donc toi, il me dit, tu es complètement dans l'émotionnel, et ça part dans tous les sens, il n'y a pas de logique. Et donc il va falloir que tu structures ça. Mais il faut aussi qu'à côté de ça, tu structures celui qui doit fonctionner et qui comprend les codes et qui fait parce que c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour exister dans le monde. Pour exister dans le monde. Pour trouver ta place, quoi. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ta place? Donc, en faisant ça, en fait, hein, moi, j'ai pris... donc, le lendemain, à 7h30, j'y suis allé. Donc on a commencé. Déjà, ça t'oblige à te lever à 7h. Voilà. J'habitais loin, donc c'était 6h. Donc voilà, c'était déjà. Déjà, se lever à 6h, voilà, c'était un changement, puisque moi, ma vie, c'est plutôt la nuit, en fait, juste avant ça. Donc il y a eu un changement de ce côté-là. Et puis le surlendemain, je ne travaillais pas, donc je ne suis pas allé. Enfin, non, je travaillais l'après-midi. Et donc je ne suis pas allé le matin m'entraîner. Et quand je suis arrivé, le patron m'a ramené, il m'a dit, tu as de la chance d'avoir rencontré ce type, profites-en.
Donc que tu bosses, que tu bosses pas, qu'il pleuve, qu'il neige, tu viens. Point. Et je l'ai écouté. Et j'ai fait ça. Donc à partir de là, je commençais à m'entraîner tous les jours La discipline. et à instaurer la discipline. Et pour les personnes comme moi, la discipline, c'était donc un certain exercice, tu fais 30 fois et quand tu oublies de compter, tu recommences. Et effectivement, puisque j'étais très dissipé, après 5, j'étais passé à autre chose, donc je recommençais. Et ça, donc il y a la discipline de venir tous les jours, et puis ensuite la discipline mentale, en fait, donc la concentration. Et ça, ces deux alliés, Ça t'a construit. Ça m'a construit. Ouais. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, je me suis développé dans ce cadre-là. Donc tu as rencontré un mentor, en fait, un maître qui t'a transmis, qui t'a construit, qui t'a éduqué et qui t'a permis de canaliser ton émotivité, on peut employer le mot, c'est ça? En fait, le grand truc, c'était, donc à ces âges-là, 20 ans, je ne savais plus du tout ce que je pensais. Enfin, j'ai beaucoup de problèmes d'expression parce que je commençais des phrases sans vraiment savoir ce que je voulais dire et sans vraiment savoir ce que je ressentais. Et notamment dans les relations amoureuses également, il y avait beaucoup de fantasmes, mais très peu de capacité à vraiment vivre le moment de manière intense au niveau physique, émotionnel. Et donc il y avait quelque chose de foncièrement bloqué à l'intérieur. Et de rallumer l'étincelle, augmenter le chi, en fait, ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tout ce qui bloque petit à petit est déconstruit et cassé. Ça se libère. Ça se libère. Et donc c'était vraiment l'intention initiale, c'était celle-ci. Donc de me retrouver moi en faisant un travail interne et qui va venir entrer en contact avec l'externe, avec le monde extérieur. C'est puissant. Ouais. C'est très puissant. Parce que ça m'évoque qu'il y a tellement de gens en souffrance de ce blocage, de ne pas savoir quoi faire, de ce débordement de ressenti. Ouais. Mais c'est pour ça que cette photo m'intéressait, c'est parce que là on voit la photo où tout le corps est ouvert en fait. On pourrait dire entre guillemets les chakras sont ouverts dans le sens où toute la structure est droite, on dirait un corps parfait entre guillemets. Mais à 20 ans, j'avais développé au niveau du plexus une espèce de rétraction. Et j'avais énormément de tension au niveau des trapèzes. Et étant quelqu'un de physique, je me rendais compte qu'il y avait vraiment une tension et des contraintes physiques. Et ça me semblait évident qu'il fallait passer par le physique pour réouvrir ça. Sachant que plutôt autour de mes 15-16 ans, j'avais essayé la psychothérapie et assez rapidement, je m'étais rendu compte que je ne pouvais ne pas dire ce qui était pertinent dans les séances parce que je ne voulais pas le confronter. Et bien plus tard, c'était tellement enfoui que j'étais bloqué dans mes contraintes. Mais le mouvement du chi, en fait, ne permet plus de cacher les choses. En fait, ça pousse. Ça sort différemment. Ou là, ça se verbalise quand même. Ouais, au moins, il y a une poussée qui fait que ça doit sortir. Mais du coup, tu le verbalises ou alors ça sort en mouvement? C'est plutôt quelque chose qui se passe à travers le temps. C'est-à-dire que comme les défenses dues à la contraction deviennent de moins en moins présentes, on se retrouve dans des situations à être de plus en plus à être soi-même en fait. Oui, parce qu'en fait, tu n'as plus un corps de tension. Donc déjà, il y a un plaisir à habiter le corps. Parce que habiter dans un corps de tension, c'est pas agréable. Ouais, il y a ça. Donc, il y a la notion de plaisir de l'existence. Ouais, sinon, tu fuis l'instant présent, puisque tu n'es pas bien dans l'instant. Du coup, tu es sans arrêt. Tu peux même pas y être en fait dans l'instant, puisque tu es contraint. Et là, effectivement, il y a une espèce de jouissance du corps, de l'esprit. Et c'est là que toute la sensualité de l'existence devient réelle en fait. Exactement. C'est très intéressant ton témoignage parce que
je pense qu'une grande clé de bonheur, quand tu parlais de chercher le bonheur, c'est d'accepter d'écouter ce corps de tension. Et qu'on ne peut pas y aller avec la tête, écouter le corps de tension, puisque lui-même, il envoie une tension, donc notre système nerveux est tendu. Donc en fait, la tête, elle veut juste s'échapper. Donc il va y avoir des systèmes de compensation, des systèmes d'aller chercher à l'extérieur pour apaiser une tension. Limite même faire des exercices pour détendre ou aller se faire masser, mais ça ne va pas à la racine qui a créé la tension. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est comme comment dire, un emplâtre sur une jambe de bois, comme on dit. Et donc la racine de ce qui crée la tension, si on va le chercher avec la tête, bah, ça recrée une systémie de détente, contraction, détente, mais la mécanique est la même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est bien en ça que ça m'a vraiment inspiré. Et c'est ça que depuis le début, j'ai essayé enfin, j'essaie toujours de faire comprendre. Si ma thérapie, c'est ça en fait. c'est de ramener les gens à leur corporalité et de petit à petit se sentir. Et à partir du moment où ils vont commencer à sentir, à se sentir, à se comprendre, c'est là que les choses peuvent vraiment se dénouer. Et c'est plus une construction intellectuelle, en fait, ils deviennent ça. Où on se découvre. Donc si je comprends bien, pour ce qu'ils se sentent, tu leur plantes des aiguilles. Ça, c'est une des... ouais, donc les aiguilles. Comment c'est venu, les aiguilles? Tu avais une grand-mère qui tricotait? Ma mère. C'est venu assez tardivement, en fait, dans mon cheminement. C'est venu parce que par le Qigong, je voyais bien qu'il y avait des transformations physiques et tout ce qu'on appelle le Qi, l'énergie interne ou la vitalité, qui est quelque chose d'assez conceptuel, a priori, en fait, est très réel. C'est quelque chose qu'on sent dans le corps. Et c'est pas, enfin, ça sert à rien. Et Trevor, il s'appelait Trevor, mon premier enseignant, avait raison. Ça sert à rien d'en parler. Parce que tant qu'on en parle, on le fait pas, et c'est de l'ordre de l'intellect. Tandis que si on le pratique, on sent que c'est dans le corps, quoi. On expérimente. On expérimente. C'est comme le goût du chocolat, on peut pas le transmettre. Hein. Voilà. Et donc, ayant tous ces changements en moi, je me disais, mais comment ça fonctionne, par où ça passe, etc. Et j'ai eu à un certain moment le désir d'étudier ça à travers la médecine chinoise. Puisque ils ont ces histoires de méridiens, de points d'acupuncture, etc. Donc eux, ils ont une grammaire des mouvements énergétiques. Et ça faisait assez longtemps que ça me taraudait, cette idée de le faire, mais ça me semblait inaccessible pour différentes raisons. Et puis un jour, je me suis dit, ok, je vais le faire. Et j'ai décidé de m'inscrire dans une école d'acupuncture qui faisait beaucoup de pratique. Enfin, ce qu'il y a, c'est que je voulais faire de la pratique, je ne voulais pas avoir une école théorique. Et donc, je suis tombé sur une école d'acupuncture qui m'inspirait, qui me semblait juste et bonne, mais je n'étais pas parti pour être acupuncteur. Sauf que je suis tombé dans le bain de suite, quoi. C'est-à-dire qu'assez rapidement, j'ai commencé à planter des aiguilles et il y avait des résultats. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et puis je me suis passionné du sujet. Comment ça fonctionne? Bonne question. Alors il y a plusieurs théories, mais... Comment c'est né? Parce que du coup, ça vient d'où? C'est ancestral? C'est comme les tarots, ça se perd dans la nuit des temps? Ouais, ça se perd un peu dans la nuit des temps. Alors les origines sont chinoises, donc les premiers textes qu'on trouve viennent de Chine. 3000 avant Jésus-Christ, etc. Donc c'est des textes ou c'est des gravures où on voit des épingles. Voilà, ouais, j'ai vu ça. Il y a des gravures. Alors l'histoire exacte, je la connais pas. Mais effectivement, les premières gravures, c'était sur... Mais ça ne concernait pas la médecine chinoise en particulier, mais c'était sur les omoplates de bœuf ou sur le dos des tortues. Et ça, c'est les premiers pas de la cosmologie, si tu veux, chinoise. Mais toute la philosophie, toute la compréhension du monde, enfin, de l'univers, a influé sur une culture, sur une société.
Et la médecine chinoise est intégrée à ça. Donc il regarde le corps pas comme lorsqu'on le découpe des os, des tendons, et puis si on le découpe encore, on va tomber sur des cellules, et puis des protons, des neutrons, etc. Eux, c'est pas ce détail-là qui les intéressait, ils percevaient le corps comme faisant partie de l'ensemble, donc en résonance avec l'ensemble. Donc s'il y a du soleil, s'il y a de la chaleur, ça influe d'une certaine manière sur le corps. Quand il fait froid, ça influe d'une autre manière sur le corps. Et ces mouvements de chaleur et de froid, en fait, ils suivent des patterns où ils s'enquistent, au lieu de circuler, ils restent. Donc ça va créer un corps qui a une stase de froid, enfin un excès de froid dans le corps, ou un excès de chaleur, ou un excès d'humidité, etc. Et ce corps, en fait, c'est quelque chose de vivant. Donc il est possible de faire bouger les choses à l'intérieur en appuyant sur certains points. Alors comment ils ont trouvé que tel point correspondait à tel mouvement, c'est un peu... personne ne le sait, mais c'est aussi un enseignement qui se faisait de personne à personne. Donc un petit marabout dans son village qui faisait les expériences, certaines fonctionnaient, il l'enseignait, et puis son élève utilisait ça et faisait ses propres expériences, et puis toute une connaissance se développait le long des millénaires en fait. Donc c'est pas si la chirurgie a une centaine d'années, la médecine chinoise a plusieurs milliers d'années. Donc c'est une connaissance pratique aussi. Mmh. Et ensuite, il y a plusieurs théories qui se sont greffées. Donc, il y a la théorie des méridiens. Donc, on peut traiter par les méridiens, on peut traiter par les organes, on peut traiter par la chaleur, on peut traiter par le massage, etc. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Et en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a quand même cette histoire de chaud-froid et comme si la chaleur relançait de la vie, parce que quand on voit bien quand tu fais je sais pas, tu montes en vélo la côte, t'as chaud. Ouais. Donc quand tu mets en mouvement, t'as chaud. Donc en fait, la chaleur égale la vie. Et quand on voit un mort, il a le corps froid. Donc le froid égale la mort, entre guillemets. Donc déjà, il y a des principes de vie-mort à l'intérieur de nous et que finalement, des parties froides, on a besoin de les réchauffer. On peut les réchauffer ou en les remettant en mouvement ou en les dynamisant donc par ces méridiens. C'est comme des circuits électriques en fait. Non, on pourrait le voir un peu comme des circuits électriques, oui. Et donc du coup, le fait de peut-être appuyer dessus comme dans les massages ou mettre une aiguille, ça va le stimuler? Ouais, peut-être qu'on peut le penser plutôt en tant que matière comme une fréquence. C'est-à-dire que si on tape sur ce méridien d'une certaine manière, comme il est porteur d'une fréquence, en fait, on tonifie cette fréquence. Ah. Et donc ça parce qu'en fait, chaque méridien a un rôle et une fonction. Ouais. Donc tu as des méridiens yin qui sont, si je simplifie, plus de l'ordre de la nutrition du corps, et des méridiens yang qui sont pour la mise en action de ce corps nourri. Toujours ce principe réceptif-actif, principe féminin, un peu principe masculin. Le yin et le yang. Le yin et le yang, ouais. Ah, le Tao, enfin la philosophie du Tao, c'est ça, non? Intéressant. Donc en fait, il faut effectivement, quand on voit un patient, on regarde qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il ne vit pas, et qu'est-ce qui bloque ce mouvement de vie, et qu'est-ce qui exacerbe ce mouvement de vie, et c'est un peu tout ça qu'il faut essayer de percevoir. Et ce qui m'a passionné, si on revient à la question de la médecine chinoise, c'est que dans un certain sens, tout ça, je le savais depuis le début, par Trevor. Et parce qu'il m'a toujours dit, va voir ailleurs, essaye tout, découvre tout. Donc en fait, j'exagère un peu, mais j'ai un peu tout étudié. Mais dans chaque système, il manquait des choses. Tu as fait tes classes. Voilà. Et quand je suis revenu au fondement de la médecine chinoise, c'est comme si tout ce que je savais, en fait, a trouvé une grammaire. Et donc, tout a fait clic d'un coup. Et donc voilà, c'est aussi ce qui a un peu donné renaissance à mon art, où j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là, ok, là je sais, je pense commencer à comprendre comment fonctionne ou dysfonctionne le patient, et commencer à
à agir en fait, et avec des outils. Oui, en fait, c'est plus, au lieu, enfin, presque quand tu dis le patient, j'ai envie de dire l'énergie, la vitalité du patient. Ouais, Parce qu'en fait, ce que j'entends de ton parcours, finalement, c'est que autour de 15 ans, tu essayes d'aller traiter ta problématique par la parole. Et en fait, ça sort pas, c'est trop enquisté parce que le corps est quelque part pas vivant, pas vitalisé. Même si tu fais du sport, il y a trop de tension. Et puis il y a des émotions, il y a des peurs. Oui. Donc ça bloque l'expressivité orale. Du coup, tu rencontres cet enseignant qui t'éduque à un truc très pragmatique de discipline et de remise en route d'une fonctionnalité biologique. Et ça te permet d'aller dans une fonctionnalité qui te met en mouvement pour aller explorer dans le monde différentes techniques de connaissance de comment ça circule l'énergie dans le corps, d'où le chi, nanana, et puis avec l'acupuncture, puis sûrement d'autres choses, peut-être de techniques. Tu as étudié d'autres choses? La méditation aussi. La méditation. La méditation a donné une autre dimension à mon travail qui est plus de l'esprit, mais qui n'est pas dissocié du corps non plus. Mais, donc ce que j'entends par là, c'est que la méditation, c'était pas une manière de me séparer de mon corps, de mes sensations et de mes émotions, mais c'est une manière de développer une capacité de non-attachement, donc de non-dépendance aux états physiques, émotionnels, psychiques, etc. Mais ça vient aussi un peu plus tard dans mon cheminement. Comment tu as rencontré du coup un maître aussi de méditation ou comment c'est venu à toi? En fait, j'ai lu un livre qui sont Yoga et autres travaux de Vivekananda, et qui était l'élève de Ramakrishna, si je ne me trompe pas, et qui a écrit à un certain moment dans le livre, si vous voulez atteindre l'illumination, il faudra méditer. Parce que toi, le bonheur suffisait pas. Voilà. Il fallait s'illuminer en plus. T'es vraiment ambitieux comme garçon. Quelle arrogance! Non, c'est parce que assez tôt aussi pour moi, le vrai bonheur, c'est l'illumination. C'est pas seulement. C'était pas avoir une piscine à un 4x4? C'est bizarre comme mec quand même. Ça en faisait un peu partie au début, mais assez rapidement, je me suis dit, il n'y a pas que ça. Il y a plus que ça. C'est vraiment bizarre. Hein. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal d'être illuminé. Mais parce que tu voulais faire guirlande à Noël? Non, parce que, je sais pas, c'est ce truc où tu te dis, il y a plus que ça. C'est bien. Putain, mais toujours Monsieur Plus, quoi. Il y avait Monsieur Propre, maintenant il y a Monsieur Plus. Ouais, t'avais de l'ambition, quoi. T'avais de l'ambition d'être quelqu'un de lumineux, Il y avait trop d'ombre autour de toi, tu t'es dit, bon, bah, la lumière, c'est moi. Non, même pas, en fait. Je pense que la lumière, il y a la lumière et je peux y participer, ou je peux la rejoindre. Mais comment t'avais eu ce pressentiment-là? Quand t'as ce petit enfant de 8 ans, là, il sait, lui, qu'il y a une lumière quelque part? Je pense qu'il sait qu'il y a une autre dimension. Une autre dimension. Mais tu sais, j'étais avec mon neveu j'allais lui lire une histoire. Il avait quel âge? Il avait 5 ans. Donc je lui lisais une histoire. Et je ne me souviens plus exactement quelle est la question. Il m'a posé une question existentielle avec les étoiles, Dieu, l'existence. Donc je pense que vraiment, en fait, pas mal d'enfants, à ces âges-là, ils sont en contact avec quelque chose qui est bien plus grand que nous. Et plus tard, ça se perd par l'éducation, etc. Mais voilà. Tu veux dire qu'on est illuminé et après on s'éteint puis on se rallume après? Moi, en tout cas, il y a une graine qui est là à la naissance, qui est présente. Et chez beaucoup, ça s'éteint à un moment. Et puis, il y a la possibilité d'être allumé plus tard. Quoi. Donc, en fait, tu pressens qu'avec la méditation, tu vas pouvoir rejoindre l'illumination de naissance. Ouais, je pense que c'est pas ça. Je pense que j'essaie d'atteindre un niveau de réalisation de soi le plus complet possible. Alors je suis un peu naïf à cette époque-là parce que je pensais que c'était difficilement accessible, mais accessible. Et maintenant, je me dis que c'est vraiment l'illumination. Très peu de personnes peuvent y arriver. Mais en tout cas, en suivant le cheminement, on acquiert énormément de liberté, de légèreté et de bonheur.
Ça permet pour les bouddhistes de sortir la roue des karmas. De la roue des karmas. Donc voilà. Et toi, tu as cette pensée-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, ben, non mais je comprends complètement le truc. C'est-à-dire que tu dis, oh là là, attends, tu regardes ton arbre généalogique, tu dis, ah non mais en fait, ce n'est que des guerres, des souffrances, des ruptures. Alors ok, il y a eu des naissances, mais il y a eu des morts, ils ont souffert. Bon, c'est plein d'émotions. Plein d'émotions, d'irrésolues. C'est le bazar, ça se répète de génération en génération et tu as l'impression que ça s'arrête jamais. Et donc toi, du coup, tu dis, oh là là, j'ai fait une première couche, je dois remettre de la vie et de l'essence dans le moteur, mon corps va bien, nanana, mais je pense qu'il faut arrêter la répétition. Et du coup, ça veut dire que du coup, tu te réincarnes pas. Si tu sors de la roue des samsaras... Donc tu interviens pour aider les humains au niveau esprit. À partir du moment où tu es sorti de la roue des réincarnations, du coup tu es sorti de la souffrance, mais du coup tu es plus dans le dharma, ce qu'on appelle le... Mais du coup, est-ce que tu participes quand même à la vie terrestre? Alors oui, absolument. Alors moi je suis pas du tout sorti de la roue. Non, mais je veux dire comment... Non mais ce que je veux dire... Non, mais... non, c'est juste pour les auditeurs. Je te rassure, c'est bien toi qui me parles. Donc effectivement, si on est un être très avancé et que dans cette vie-là, on a réussi à sortir de la roue des samsaras, on est toujours vivant, on est toujours en interaction avec notre environnement. Et on a une grande opportunité de partager nos connaissances pour essayer d'élever ou d'amener... De sortir de la souffrance. Voilà, d'amener des gens... D'éviter les tensions. Voilà, ou d'amener les gens sur ce cheminement. Donc oui, on peut être illuminé et très très actif. Le Bouddha était extrêmement actif dans son temps en tant qu'illuminé. Il a eu un effet sur l'Inde, au-delà de l'Inde, sur des millions de personnes, donc extrêmement actif. Ouais. Et je dirais en toute modestie et dans ma petite dimension, c'est la chose qui m'a intéressé dès le départ, parce que moi je voyais mes souffrances et que par les techniques que je suivais, je sortais réellement de mes souffrances. Et donc, moi, ça me semble une évidence de proposer ça aux personnes que je rencontre, si ils sont ouverts à l'écoute, à cette idée, s'ils ont ce désir, ils leur disent, alors si tu veux vraiment le faire, dans mon expérience, il faudrait faire ça, ça et ça. Voilà. Et donner les outils, en fait, pour, pas seulement parler, mais donner des outils pour le faire. Oui, de le goûter dans sa vie, c'est-à-dire c'est vrai que comme quand tu rentres d'une balade en forêt, tu respires mieux que si tu es resté assis sur ton canapé à bouffer du popcorn. Ça, c'est indéniable. Après, il y a la mise en route et après, la difficulté, c'est que la mise en route, c'est la discipline. C'est la discipline, et je dirais même après, donc il faut une technique, il faut l'appliquer, donc il faut une discipline, et puis il faut de l'humilité. C'est-à-dire accepter que en fait, tu ne sais pas, et que tu vas apprendre dans ton cheminement. Il y a de la rigueur. La rigueur. Parce que le souci que je vois chez beaucoup de patients, c'est qu'il n'y a pas assez d'humilité pour ils viennent chercher une solution. En cause. Voilà. En fait, ils viennent chercher une solution comme un enfant viendrait chercher un sucre. C'est ça. Pour être soulagé, pour être consolé, pour être apaisé. Mais peut-être... Après, ça demande de l'effort et du courage. Qu'est-ce qui fait qu'on a le courage et qu'on fait l'effort? Je pense que quand on souffre pourtant. Je pense qu'on a une graine spécifique. Une graine. Pourquoi certaines personnes ils tiquent de suite et puis c'est parti, et d'autres non. D'autres comprennent mais ne se mettent pas en route parce que l'impulsion n'est pas assez forte. Malgré la souffrance. Malgré la souffrance. Faut dire que maintenant, pour soulager la souffrance, tu as plein d'anesthésiants. Ça, c'est aussi un peu un problème de notre temps, en fait. C'est qu'on est plein d'anesthésiants. Je prends quelque chose qui va me changer sans que moi j'ai besoin de changer. Après, il y a peut-être une différence entre une souffrance d'attraper un rhume ou une grippe. Alors après, c'est peut-être que ton système est déficient. Sinon, tu ne te choperais pas tout ce qui travaille. Moi, je vois les gens là, avec la grosse grippe de l'hiver ont été plus ou moins malades. Il y en a qui te disent
Il y en a qui ont été vraiment HS, voire à l'hôpital, et puis d'autres qui ont résisté, qui ont eu un petit rhume, et nanana. Donc ça vient quand même questionner notre vitalité. Peut-être qu'on n'est pas tous égaux par rapport à notre système immunitaire, mais je pense que la façon dont on dort, dont on s'alimente, si on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, comment on gère le stress, les tensions, les problématiques, tout ce dont tu as parlé, il y a quand même une responsabilité. Ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est la responsabilité. Et puis on est aussi maintenant de plus en plus distrait. C'est-à-dire qu'avec l'avènement des téléphones portables... La concentration, c'est très très dur d'arrêter... Et en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, en fait, on se distrait immédiatement. Donc, on fuit dans l'imaginaire. Voilà, et en fait, on se court-circuite constamment. Tu penses que c'est pire qu'avant? Oui. Enfin, en tout cas, je pense qu'on est encore plus déconnecté, plus facilement déconnecté de soi-même et beaucoup plus tôt, je pense. Il faudrait faire une étude sociologique que je n'aurais pas la prétention de faire, mais en tout cas, je pense que c'est surtout la multiplicité qui pose le problème. C'est qu'avant, on avait peut-être un jeu vidéo, ou un journal, ou une activité. Maintenant, l'influence externe vient dans tous les sens et de manière de plus en plus sournoise, parce que toutes ces apps, elles sont conçues pour attirer notre attention mais pas pour nous développer nous-mêmes, en fait, pour récupérer les datas, pour pouvoir monétiser, pour pouvoir vendre. Donc c'est assez spécifique. Tu veux dire qu'on sera enfermé dans un système qui nous a servi? Ah, oui. Et je pense que la sortie de cet asservissement, ou servitude peut-être, servitude, c'est la conscience de soi et la capacité à se rendre compte de quelle manière un élément extérieur agit sur nous de manière insidieuse et de pouvoir l'intercepter à ce moment-là. D'où la nécessité de revenir au sensoriel. Donc de savoir lorsque on est en train de scroller sur une application, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui fait qu'on continue à scroller. Parce que si on commence à ressentir ça, on dit « Ah, non, là, stop ». Et si on ne le ressent pas, en fait, on continue à scroller jusqu'à ce que, hop, on soit amené inconsciemment à une autre activité. Comme si on était possédé, en fait. On est absolument possédé. Donc ce que tu dis, quelque part, c'est qu'il y a une discipline à récupérer par une forme de pratique ancestrale qui nous ramène au vivant. Donc là, le chi et la vitalité, et le mouvement, et le corps. Et qu'on a une possibilité de reprendre en main et d'être acteur de son évolution en remettant une écoute sensorielle et du mouvement dans nos corps. Ouais. Grâce à un outil, une technique. Donc moi, c'est donc la pratique de Qigong. Donc tous les jours, je pratique 1h30 à peu près. La pratique de la méditation, 2 heures par jour. C'est un peu une réappropriation du corps. Donc réappropriation de soi dans une verticalité. Mais en tout cas, pour revenir au Qigong, cette immobilité fait qu'on commence à découvrir quelle est notre impulsion pour faire les choses. Donc lorsque je suis à l'arrêt dans ma posture, qu'est-ce qui fait que je me dis, mais tiens, est-ce que j'ai laissé l'eau sur le feu? Ou est-ce que j'ai éteint le four? Ou est-ce que j'ai fermé la fenêtre? En fait, tout de suite, on se rend compte que l'esprit cherche un échappatoire. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte que l'esprit est constamment à la recherche d'un échappatoire. Et que l'ennemi de l'immobilité, c'est cette tendance de l'esprit. Et pour contrer cette tendance de l'esprit, c'est l'immobilité. Ok. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, ce que tu appelles l'esprit, c'est notre science cognitive, notre système mécanique du cerveau ou... La pensée. Oui, comment notre cerveau fonctionne dans son conditionnement. Ouais. Ok. Donc en fait, notre cerveau est conditionné pour échapper à l'écoute des manifestations sensorielles du corps.
Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si notre cerveau avait des automatismes du fonctionnement contraires à notre épanouissement. Absolument. Ça, c'est... Waouh! Alors, bonne année, hein. Vous avez 35 000 ans pour réussir. Alors, c'est pour quand l'illumination? Au moins 35 000 vies, mais... Tu te sens comment, toi, aujourd'hui, avec toute cette pratique, cet enseignement? Comment ça se passe avec les gens et comment t'es? Léger. Léger. J'aime bien ce mot, léger. Tu sais que light, on parlait de lumière, je veux l'illumination. Light, c'est le même mot que léger. En anglais, c'est light et lumière. Et lumière et léger, c'est le même mot. Et donc, l'illumination, c'est peut-être tout simplement se sentir léger. Ouais, d'une certaine manière. Ouais. D'une certaine manière. Mais oui, c'est une forme d'illumination, c'est très pragmatique en fait. Et c'est aussi ça, ça doit se manifester dans cette vie-là. On doit voir que nos schémas archaïques ne sont plus présents, en tout cas le plus possible. Et on doit manifester cette légèreté, cette lumière. Sinon voilà, c'est juste de la théorie, des discussions, de philosophie. Et plus je grandis, plus je suis convaincu de ce que je fais pour moi et de son sens. J'ai l'impression de m'épanouir avec le temps, quoi, et d'être aussi beaucoup plus moi-même que je l'étais quand j'avais 20 ans. C'est chouette, c'est vraiment beau. Parce que finalement, quand tu reviens à ce petit enfant, à ce petit garçon, ce jeune garçon sur la plage, et que tu peux sentir, je sais pas, j'imagine tu peux quand même sentir sa peau, et ce que tu en as fait aujourd'hui de cette peau. Ouais, c'est pour ça qu'il y a son clin d'œil qui me dit, ouais, en fait, parce que tu m'éclates aujourd'hui. Just you did it, quoi. Le fameux soit le monde que tu veux voir autour de toi, quoi. Avant de l'incarner, ça prend du temps et c'est la transmission aussi. Comment on le transmet? Comment on le transmet aux nouvelles générations? Comment on le transmet aux petits-enfants? Dans notre disponibilité à nous, déjà émotionnelle, et c'est déjà... quand on voit que c'est sur plusieurs générations, en fait, que ça se transmet, quand on voit comment les impacts... déjà des grands-parents, les impacts de la guerre sur les générations, donc, et comment ça se répète. Donc en fait, je ne me pose pas trop la question sur le macro, enfin je me pose la question sur le macro pour essayer de comprendre là où on va, mais le changement pour moi c'est le micro, quoi. C'est le travail que je fais sur moi-même. C'est l'intime. C'est l'influence que je peux avoir délibérément ou indélibérément sur mon environnement, et puis advienne que pourra. Oui, non, et puis après c'est l'infiniment petit et l'infiniment grand sont reliés aussi. C'est l'histoire du battement d'ailes de papillon aussi, quoi. Donc dans mon évolution, dans mon truc, je pense que je suis sur mes rails. Et je m'en satisfais amplement, et 10 000 projets en tête, 10 000 choses en cours, donc formidable. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à toi déjà de proposer cette sensoscopie, de pouvoir offrir à des gens d'écouter des choses justement qui sont d'ordre un peu plus intéressante à mon sens que ce qu'on nous offre. C'est un espace. Du coup, c'est un espace de temps avec cette diversité de la sensibilité du monde, et que chacun propose aussi son expérience. Et en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, si tu veux. Je suis sûr que ça doit avoir un effet de résonance sur les personnes qui écoutent. Donc, c'est l'inspiration. C'est bien. On verra bien si on a de l'écoute. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à toi. Merci à toi. Et voilà, cet épisode se termine, mais votre exploration, elle, peut continuer. Que ce soit
avec un peu de méditation, de qigong ou simplement en prêtant attention à vos sensations, vos émotions, vos ressentis, vos vibrations. Faites un pas vers plus de vitalité, d'équilibre peut-être. Vous pouvez retrouver Frédéric Cabaz dans son cabinet à Paris 17e, près du marché des Ternes, et les infos sur son site en lien de la description du podcast. Si vous avez aimé ce moment, partagez-le autour de vous ou laissez-nous un avis pour aider d'autres curieux à découvrir l'intelligence sensorielle. Prochain épisode le 9 février qui nous plongera dans la jungle avec la sensibilité des chimpanzés. Et d'ici là, bon chi, bon ki, bon ski, bon cham, bonsoir.